Alors nous avons le blé qui est en train de germer, des champignons sur la matière organique, des turicules de vers de terre à ne plus quoi savoir en faire. Et pourtant je ne fais pas de permaculture. Il y a un problème. Alors nous sommes début novembre et il va être temps de semer le blé sur cette parcelle là sur laquelle on avait les pommes de terre et les haricots cette année. On regarde un petit peu le terrain, à quoi ça ressemble. Alors on retrouve tous ces résidus de culture de haricots. Notamment, on avait également des fans de pommes de terre, mais on a surtout du haricot. Je vous avais expliqué, hein, ça a été broyé après récolte. Et puis j'avais mis un petit coup de râteau à la va-vite pour éparpiller tout ça. Et là où nous avons récolté les pommes de terre, on a un petit peu de mouron, notamment du mouron blanc qui se développe. Mais voilà, ça c'est pas grave, on va mettre un petit coup d'outil. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce soit sur cette partie du terrain, donc avec du mouron, la terre elle est souple en fait. Elle est souple, hein, c'est normal, puisque après une récolte de pommes de terre comme ça, à la fourche bêche, on a quand même travaillé la terre. Et là où on avait les haricots, on a une terre également qui est souple en fait. Voilà. On voit également qu'elle est plutôt humide, hein. On a eu pas mal de pluie, d'ailleurs là on a un haricot qui a germé. On a eu pas mal de pluie là ces derniers temps, elle est humide, mais bon, encore une fois, ici on a la chance d'avoir une terre qui ressuit. Enfin, ça peut être aussi un désavantage, hein, en plein été, mais en tout cas à ce moment-là de l'année, ça nous permet d'intervenir assez rapidement en fait. Hein, on peut avoir une très grosse pluie pendant toute une journée et le lendemain après-midi en fait on peut venir dans le jardin, quoi. Donc c'est un avantage. Donc on va utiliser cet avantage. L'idée ici, je vous ai montré, la terre elle est souple. J'ai vraiment pas envie là, avec une terre qui est quand même un peu humide, de descendre avec le tracteur et la houe rotative. Parce qu'elle est vraiment très souple. Et là en gros je vais travailler manuellement avec le cultivateur à dents. Voilà, on va faire un passage, histoire un petit peu aussi de mélanger ce matériau en surface, quoi, hein. Ça va un petit peu mélanger, ça va être un petit peu chiant d'ailleurs à certains endroits avec le cultivateur, mais enfin ça va se faire, pas de problème, on a très peu de résidus. Donc avec le cultivateur, on va finalement un petit peu souffler la terre, ce qui va nous permettre ensuite de semer notre blé à la volée. Et dans cette terre soufflée, on va pouvoir encore venir après avec un... Nous, on utilise un râteau à foin, vous verrez ça. Un petit peu comme on pourrait utiliser une herse, hein, qu'on ferait tirer par un animal. Ça, c'est des choses qu'on fera plus tard. Pour l'instant, tout est manuel. Donc un râteau qui va permettre, encore une fois, de bousculer un petit peu les graines dans cette terre soufflée, ce qui va avoir tendance à enterrer un petit peu le grain. Et après, on va rouler la terre pour rappuyer la terre sur le grain. Et du coup, on se retrouve avec un semis de blé qui est plutôt pas mal, qui est plutôt efficace à la main, voilà, avec deux outils, un cultivateur et un râteau à foin, vous faites un semis de blé, c'est pas mal. Bien sûr, cette terre-là le permet, hein, si vous avez une terre beaucoup plus argileuse que ça va être plus difficile, hein, à moins que vous ayez possibilité d'y mettre beaucoup de matière organique. Bon, on retombe toujours dans ces histoires de matière organique. Une terre, ça peut aussi s'améliorer, à vous de travailler là-dessus. Là, clairement, au bout de quelques années, la terre, elle est géniale, hein, à travailler. Voilà. Et on a de la matière, hein, dedans, on voit tout plein de petits débris de matière organique. C'est une jolie terre, sachant que l'idée, bah voilà, on a d'ailleurs un petit ver de terre. L'idée, demain, lui, je vais lui passer un petit coup d'outil, je m'excuse déjà. L'idée, c'est quand même normalement de garder la terre couverte. Si on n'avait pas mis les sarpomira, et l'année prochaine, on va changer en fait notre manière d'implanter les sarpomira. Si on n'avait pas eu ces sarpos là en plein milieu de la parcelle qui nous gênaient, on aurait pu poser une bâche tout de suite
tout de suite le lendemain après la récolte des pommes de terre, ce qui aurait permis de mettre la terre à couvert. Voilà, on ne la nourrit pas forcément, mais au moins on la couvre à une période de l'année où il fait quand même chaud. En général, cette année, ce n'était pas vraiment le cas, mais où il peut faire chaud, sec, où la terre après, oui, la vie du sol disparaît un petit peu, quoi, temporairement. Et c'est vrai que d'y mettre une bâche comme ça aurait pu permettre d'avoir une terre encore plus belle que ça, avec encore plus de turicules, même si on en a quand même pas mal. Ça nous aurait évité aussi les mauvaises herbes, de mettre une bâche comme ça. On ne l'a pas fait cette année parce qu'on avait les sarpeaux qui nous ont gênés, mais on va changer ça, voilà, on va améliorer encore le système. Normalement, l'année prochaine, tout de suite après la récolte des pommes de terre, on pose une bâche et on la retire, voilà, le jour du semis du blé, en fait, on retire la bâche et on sème. Donc ça, c'est une piste d'amélioration. Sur des surfaces comme ça, c'est possible. Bien sûr, en grande culture, c'est pas possible, mais dans notre jardin, là, c'est tout à fait possible. Et pareil, les haricots, on peut imaginer que tout de suite après avoir broyé le résidu de récolte, donc pareil, le lendemain de la récolte, de la fin de la récolte des haricots, on passe le broyeur et hop, on pose la bâche dessus. Et dans ce cas-là, il faut imaginer que normalement, on aurait dû venir juste là retirer une bâche, passer quand même un petit coup de cultivateur parce que ça permet de souffler la terre, comme je vous ai expliqué, pour ensuite pouvoir jeter à la volée, griffer un coup avec un râteau à foin et après tasser. Mais on aurait beaucoup moins de résidus. Sous la bâche, en fait, tous ces résidus de culture auraient été beaucoup plus décomposés, en fait, et on n'aurait pas eu les mauvaises herbes. Alors on s'en sort quand même bien, on n'a pas beaucoup de mauvaises herbes. Je vous avais montré, j'avais arraché les quelques pieds de mouron qui étaient déjà gros il y a 3 semaines. Voilà, mais c'était normalement, on aurait dû faire ça, on ne l'a pas fait pour différentes raisons, et notamment les Sarpomira qui étaient vraiment là, quoi, en plein milieu du champ. Mais avant toute chose, avant de passer un coup de cultivateur, je vous avais dit, on continue à améliorer nos terrains et on a encore un petit travail à faire là. On profite justement d'avoir eu une terre à nu finalement et d'avoir eu quelques pluies qui ont un petit peu nettoyé les cailloux de surface. Et bien en fait, voilà, quitte à avoir laissé le terrain nu, on va profiter de ça et on va ramasser les morceaux de silex, les morceaux d'ardoise. Bon là c'est un peu petit, mais on ne va pas ramasser ça, mais voilà, on a des morceaux d'ardoise un peu plus gros. Tout ce qui vient facilement à la main, voilà, par exemple celui-là, hop, ça on va pas laisser. Parce que ces trucs-là, ces morceaux de silex, ces morceaux d'ardoise, dans les outils, qu'ils soient manuels ou maintenant avec notre houe rotative, ça fait pas du bien à l'acier, quoi. Donc ça ne fait pas pousser les plantes. Donc on va les éliminer, on va profiter là en fait d'avoir le terrain nu qui a été nettoyé par la pluie pour ramasser les plus grosses pierres, voilà, un peu comme celle-là, directement dans la boîte. Et ça va améliorer notre terrain et on fera le travail ensuite. Voilà, donc j'ai ramassé pas mal de cailloux, donc en surface, encore une fois, ça s'est fait facilement. On met les cailloux dans le seau, comme ça en se baladant tout autour de la boîte, et puis régulièrement on vide le seau dans la boîte. Voilà, on part du bas bien sûr pour arriver vers le haut, comme ça la boîte se remplit et est de plus en plus lourde. Vers là où je vais aller la vider, et ne pas faire l'inverse en descendant et en arrivant tout en bas avec une boîte lourde et en devant revenir avec une brouette lourde. Ça, c'est des erreurs qu'on fait une fois, et puis après, on comprend qu'il vaut mieux aller plus loin, à vide, et se rapprocher du point de déchargement, quoi, des cailloux, avec la brouette. Voilà, ça, c'était la petite astuce du jour. Vous ne ferez cette erreur qu'une fois. Donc, l'idée, c'est de retirer voilà, des cailloux comme ça, en fait, dans une herse rotative, enfin une houe rotative. Ça fait quand même mal, parce que nous c'est du petit matériel quand même léger, on n'est pas sur une herse rotative qui coûterait 2 fois plus cher que le tracteur. C'est du matériel léger, c'est italien mais c'est quand même léger, et ça fait mal, quoi. Donc ça en moins, c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Et même si vous travaillez avec une houe manuelle, ça fait mal aussi en fait, parce que quand vous tapez avec la houe là-dessus, en fait ça va résonner dans vos bras en fait, et travailler dans des terres caillouteuses avec une houe c'est chiant, sachant que la première année c'est un petit peu ce qui est arrivé. On a enlevé énormément de cailloux là, clairement on n'avait pas une terre comme ça au début, et lorsque j'ai un peu défriché à la houe en fait,
En gros, un coup sur 5, je faisais des étincelles puisque la houe en acier carbone tapait sur du silex et ça faisait des étincelles. Donc ça, c'était vraiment pénible, mais ça, voilà, ce temps-là pour nous, il est révolu parce qu'on a éliminé beaucoup de cailloux, énormément de cailloux. On y a passé plus de temps au début, les 2 premières années, je vous parlais tout à l'heure d'un quart d'heure par an, mais non, la première année, clairement, on y a passé quelques heures à éliminer du caillou. Mais maintenant, voilà, on continue de virer du caillou, voilà, 1 fois par an ou 2 fois par an, et ça n'est que bénéfique pour la terre, quoi. Hein, mais même si vous travaillez manuellement, pensez à virer les cailloux parce que ça abîme votre houe, hein, ça la désaffûte, vous passerez plus de temps à affûter votre outil qu'à travailler dans le jardin. Et puis vous allez, voilà, ça résonne un peu dans les bras et ça fait des étincelles et c'est pas très agréable. Donc c'est vraiment un travail à faire si vous avez une terre de base qui est caillouteuse. Dans ma région d'origine, on avait beaucoup de chance. La terre était certes très argileuse, donc ça créait d'autres problématiques. Mais par contre, sur 40 cm, en fait, on n'avait pas de cailloux, quoi. On avait 0 caillou. Et voilà, ça a aussi ses avantages d'avoir 0 caillou dans une terre, quand bien même très argileuse, avec certaines problématiques, c'était aussi plaisant, quoi. Donc chacun ses problèmes. Et puis si vous avez une terre argileuse et caillouteuse, eh ben, démerdez-vous. Voilà, donc ce premier travail étant fait, j'ai ramené voilà, le cultivateur, donc le cultivateur à dents, avec lequel je vais travailler. Là, je viens d'essayer justement pour voir si ça va bien. Donc ça va bien. Je vais vous montrer ça. Alors la première partie de parcelle, là, c'est un peu moins joli. D'ailleurs, on voit, hein, parce que c'est beaucoup plus piétiné, on voit même ici le dessin des roues du tracteur, puisque quand je suis descendu labourer le maïs, j'y suis passé. Du coup, ça a tassé un petit peu. C'est un petit peu plus chiant là, à gratter ici que là. C'est pas grave. On pourrait même y mettre un petit coup de grelinette là, pour détasser au niveau des roues de tracteur, mais bon, je ne vais pas le faire parce que c'est du blé. Hein. Si c'était des pommes de terre, je l'aurais fait. Pour le blé, là, comme ça, la grelinette, ça ne sert à rien. Pas dans une terre comme celle-là. Elle est suffisamment soufflée. Et puis comme ça, d'ailleurs, ça permettra de voir en fait la différence. Hein. Vous voyez sur la partie droite de la parcelle, on aura décompacté finalement à la fourche bêche au moment où on a récolté les pommes de terre. Et sur la partie à gauche, on aura finalement juste passé la griffe. Hein, on voit encore les sillons de haricots. Hein, j'ai vraiment pas touché la terre depuis l'arrachage. On voit les lignes de haricots là, qui avaient été butées un petit peu. Donc là, cette partie-là va finalement recevoir uniquement un griffage, alors que l'autre, on peut dire qu'elle avait eu un labour finalement hein, au moment de la récolte des pommes de terre. Ça permettra de voir si on a une différence pour le blé entre la partie droite de la parcelle et gauche. Sachant que l'année dernière j'ai fait exactement pareil et à l'image vous avez vu aucune différence hein, entre la partie droite et la partie gauche. Mais voilà, bon, on va voir cette année et éventuellement si la partie gauche était moins belle, on pourrait imaginer qu'un petit coup de grelinette sur la partie haricot pourrait être bénéfique. Mais comme l'année dernière je n'ai pas vu de différence, je ne vais pas voilà, passer un coup de grelinette pour passer un coup de grelinette, ça ne sert à rien. On y va. Donc on gratte. Alors voilà, hein, on se rend compte un petit peu du problème, des quelques mauvaises herbes. Bon bah ça par exemple c'est un espèce de laitron, ça a de fortes chances de reprendre racine. Donc voilà, il va y avoir une dizaine de laitrons comme ça sur la parcelle. On n'en a pas beaucoup, on va avoir une petite dizaine. Bon bah pour le coup, hop, ça je l'enlève hein, parce que ça risque de reprendre racine et puis ça va faire son cycle au milieu du blé quoi. Et puis bon, si je peux l'éliminer, j'ai autant l'éliminer. Alors là, je suis obligé de m'arrêter. On a une averse là, donc je ne vais pas travailler sous la pluie, puis encore moins avec la caméra. Donc là, vous voyez, 20 minutes, j'ai fait un tiers du terrain. Un tiers de la parcelle en 20 minutes. C'est pas complètement déconnant. Encore une fois, avec le tracteur, ça irait en 2 minutes. Un peu de nettoyage sur le tracteur quand même derrière, mais voilà, ça serait beaucoup plus efficace. Je vous ai expliqué. J'ai pas envie là de mouliner à cette époque-là. Bon, ça pourrait se faire, hein, mais bon, j'aime bien aussi travailler le terrain. Un petit peu d'activité physique, ça fait pas de mal.
Donc je le fais sans tracteur et l'objectif derrière, c'est peut-être un jour, enfin pas peut-être, ce sera un jour de travailler avec une vache en fait, une vache un petit peu comme on travaille avec un âne. On voit souvent dans le maraîchage des ânes ou des chevaux en solo, hein, ça existe, ça se fait. Donc voilà, une vache qui tirerait une petite herse de la largeur, je sais pas moi, même 80 cm, ça suffirait, enfin la largeur de la vache, quoi. Et puis on ferait quelques allers-retours comme ça, et puis elle me gratterait le terrain, et ça permettrait à la fois de respecter le ver de terre, et puis toute la vie du sol, d'avoir quand même une activité physique, puisqu'il faut quand même marcher derrière la vache, etc. Donc ça permet d'avoir quand même une activité physique qui n'est pas non plus épuisante, donc ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, à la main, ça se fait bien. Ça vous permet à vous de voir un petit peu que voilà, c'est possible aussi. Du coup, comme il pleut, on va faire autre chose. Là, on va sélectionner la semence. Alors là, je suis en train de préparer ma semence de blé pour le semis de la parcelle de blé. Donc dans le tonneau bleu, on a la récolte de l'année. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer dans un tamis. Un tamis qui va globalement laisser passer le blé, sauf les plus gros grains. Je vais vous montrer. Voilà, on tamise. Donc là, c'est en train de tomber dans le réceptacle. Voilà. La majorité des grains sont tombés. Mais il en reste un petit peu. Et ces grains-là sont plus gros. Alors là, l'idée n'est pas de faire de la sélection variétale. Ça aurait dû se faire dans le champ. Je vous ai expliqué, cette année, je n'ai pas fait vraiment de sélection dans le champ. L'année prochaine, j'essaierai d'en faire. Néanmoins, ce petit tamisage-là, qui laisse passer la majorité du blé, sauf les gros grains bien dodus, que j'ai ici, eh bien, il a l'avantage de nous permettre d'avoir là, pour le semis, du grain bien gros, quoi, bien dodu. Et ce n'est pas tellement une histoire de sélection pour l'avenir, même si, bien sûr, en procédant ainsi, on va éliminer les petits grains éventuellement. Si génétiquement on avait quelques épis qui donnaient des petits grains, bon ben voilà, ils ont été éliminés. Mais là, l'objectif, il est surtout d'avoir de la belle semence avec de la réserve, avec beaucoup d'amidon dans le grain, ce qui va permettre d'avoir des belles plantules, quoi, avec plein de vigueur, qui vont s'installer vite, qui vont éventuellement accepter de se faire un petit peu grignoter par une limace, parce que en fait, sous terre, il y aura de la réserve. Donc on comprend bien qu'entre un grain comme celui-là et un grain comme celui-là, voilà, on va les mettre dans le même sens, on comprend bien qu'il y a beaucoup plus de réserve nutritive dans ce grain-ci que dans celui-là. Et lorsqu'on va le semer, il y en a un des deux finalement qui aura plus de chances de devenir une vraie plante, quoi, de ne pas mourir en cours de route, quoi. Cette plantule-là aura certainement plus de force pour sortir de terre, elle pourra éventuellement se faire à moitié grignoter par une limace, mais voilà, elle continuera à pousser, alors que celle-là, voilà, s'il lui arrive un pépin, eh bien on a très très peu de réserve d'énergie dans le grain, et donc elle risque de disparaître plus facilement. Donc lorsqu'on veut semer du blé, on va quand même essayer d'avoir du gros grain pour faciliter la mise en place du blé. Alors je reviens sur cette partie de la vidéo où je vous montre que je passe mon blé au tamis pour garder les gros grains. Ça, c'est une pratique qui n'est pas forcément intelligente et à faire à tous les ans. Parce que quand vous procédez comme ça, vous risquez de vraiment appauvrir la diversité génétique de votre blé. Si par exemple votre objectif est de conserver chez vous une variété population, alors surtout n'effectuez aucune sélection sur votre blé, quoi. Éventuellement quand même les plus beaux épis dans le champ, mais en sélectionnant avec une espèce de variabilité dans ce que vous appelez un bel épi. Comme ça vous aurez différents types de beaux épis. Et comme ça, vous gardez une certaine variabilité dans votre variété population de blé. Moi, je vous ai déjà dit, c'est déjà pas une variété population. Et je veux continuer à sélectionner pour mes pratiques. Donc, le faire de temps en temps, comme je vous ai montré hier, de passer du blé à travers un tamis pour garder que les gros grains, parce que à terme, peut-être, je veux quand même avoir des gros grains. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut aussi, si on fait ça trop souvent, trop longtemps,
sur peut-être une variété qui manque déjà de diversité. Encore une fois, je ne connais pas le nom de cette variété. On peut faire dégénérer le truc. Alors vous pouvez quand même faire l'inverse, c'est-à-dire avoir un tamis avec des toutes petites mailles qui garderaient 90% de votre blé, mais qui ne laisseraient tomber que les menus grains, quoi, ou les grains qui sont mal remplis. Voilà, ça vous évitera quand même d'avoir des grains mal remplis dans votre mélange de semences. Hein. Ça, c'est intéressant à faire, c'est le minimum à faire, c'est d'éliminer les tout petits grains quand même. Mais faire une sélection en gardant que les gros grains, c'est pas forcément... Voilà, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas forcément à faire. On peut en discuter des heures de cette pratique-là. Je l'ai fait cette année, je ne l'avais pas fait les autres années. Les autres années, j'avais fait simplement une sélection sur les beaux épis. Cette année, je n'ai pas fait de sélection dans le champ. Voilà, j'ai quand même envie de faire ça. Ça me permet d'avoir de la très belle semence. Hein, les grains sont beaux, sont gros, sont bien gonflés. Donc ça va bien germer. Et en plus, possiblement, j'ai peut-être favorisé des épis qui donnent des gros grains. Tant mieux, c'est ce que je recherche. Mais voilà, il faut savoir ne pas faire ça non plus tous les ans. Nous sommes le lendemain et donc je vais continuer le travail avec le cultivateur. Je vais continuer de descendre là-bas dans la parcelle. On va voir si j'arrive à finir aujourd'hui. Voilà, donc je viens de préparer le terrain pour semer le blé. Alors j'avais fait une vidéo rapide, un time-lapse en vitesse x10 avec la caméra et ça m'a sorti une vidéo de 4 minutes. Donc x10, 40 minutes. Donc c'est ce qu'on avait prévu. Il aura fallu donc 1 heure pour faire 6 x 30 mètres. Hein, gratter 6 x 30 mètres, bien sûr dans ce type de terre, avec les pratiques qu'on a, hein, avec des rotations, dans une terre de jardin, etc. Je ne suis pas en train de labourer une terre hyper argileuse et de retourner une prairie là, on est bien d'accord. Mais voilà, on peut intégrer dans un jardin bien conduit une culture de céréales quand même facilement, hein, on ne va pas se mentir. On peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors j'ai quelques tâches là, comme le mouron qu'on voit là. Je vais quand même aller enlever les gros paquets de mourons comme ça. Hein, on en a 1, 2, 3, on en a 3 ou 4. Là je vais aller les retirer parce qu'en fait quand je vais passer mon râteau pour enterrer les semences, ça va me gêner en fait, hein, simplement pour ça. Mais sinon, voilà, on a un terrain qui est propre. Ces débris-là, ils ne gênent absolument pas, aucun problème. Le blé, ça va parfaitement germer à travers ça. Hein. Si une graine tombe dans le paquet, là, ça va germer. Ça va encore une fois m'emmerder plus qu'autre chose sur le râteau. Mais ça n'empêchera pas le blé de germer. Voilà, là, j'ai un laitron que je peux encore enlever. Ça ne sert à rien de laisser ça. Hop. Donc la terre est plutôt belle. L'idée, voilà, c'était d'avoir ça, d'avoir une terre soufflée sur... on a travaillé sur quoi, 3-4 cm à peu près. On a une terre soufflée. Du coup, le grain de blé va être jeté ici, par exemple. Pouf, il va tomber là. Moi, je vais passer un coup de râteau, vous verrez, qui va un petit peu chambouler la terre. Ça va avoir tendance à enterrer le grain. Et après, je vais venir avec un rouleau et je vais bien tasser. Enfin, on va faire un passage avec un petit rouleau. Ça va avoir tendance à tasser la terre en surface. Et les graines, du coup, seront en contact, bien en contact avec le sol. On a très très peu de mauvaises herbes, encore une fois un tout petit peu de mouron là en bas, mais ça c'est pas de problème. Hein. On va quand même rentrer dans l'automne, il va faire froid, le blé lui va bien germer, et puis ces trucs là, bon, ça va vivoter, mais au printemps quand le blé va se développer, ça va étouffer tout ça. Alors pour pouvoir semer le blé, il vous faut connaître la quantité de semences à semer à la volée sur votre surface. Et donc, je vais vous expliquer ça. Donc nous, on a cette année encore 180 mètres carrés, donc 6 mètres sur 30. Et il va falloir donc que je pèse une certaine quantité de blé, de semences de blé, pour pouvoir aller semer. Le problème, c'est que ce n'est pas simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle qui dit on met tant de kilos au mètre carré. Avec le blé, ça ne marche pas comme ça. Ça marche en densité de semis, c'est-à-dire qu'on va parler en grains par mètre carré. Mais voilà, si par exemple on vous dit 300 grains par mètre carré, vous n'allez pas faire 300 grains x 180 mètres carrés et compter vos grains bien sûr. Donc il faut procéder autrement, il faut calculer pour votre semence de blé. Là on en a une partie ici.
le poids de 1000 grains, le PMG. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on va définir le poids de 1000 grains. Et pour ça, en fait, on n'a pas d'autre choix, hein. Chaque année, il faut le faire chaque année parce que chaque année, votre grain va être un petit peu différent puisque les conditions climatiques feront que votre grain sera plus ou moins rempli, donc plus ou moins lourd. Et donc le poids de 1000 grains ne sera pas chaque année identique. Donc chaque année, il faut que sur votre nouvelle récolte et sur la semence que vous voulez ressemer, il faut calculer le PMG. Et pour ce faire, eh bien, on n'a pas le choix, hein. On compte 1000 grains et après on pèse 1000 grains et vous aurez le poids de 1000 grains. Alors comme ça, vous vous dites encore, oh là là, c'est encore un truc, ça prend des plombes et tout. Mais en fait, non, hein, vous vous mettez sur un plateau, voilà, vous prenez une poignée comme ça de grains, vous répartissez ça sur le plateau. Après, avec un petit couteau, voilà, un petit ustensile, vous les comptez 10 par 10. 10 par 10, ça va très vite, hein, 10, 20, 30, après ça fait 100, 200. C'est pas compliqué. Et ces 1000 grains, vous allez les peser. Alors là, il faut quand même une balance de cuisine assez précise. Hein, donc, vous voyez avec ce que vous avez. En général, pour 1000 grains, les balances de cuisine, c'est bon, c'est correct. En plus, pour ce que nous on fait, c'est correct. Et donc, une fois que vous avez le poids de 1000 grains de votre semence, c'est facile. Vous savez du coup remplacer, si on vous dit 350 grains par mètre carré, avec une règle de 3, vous arrivez à remplacer, donc ça vous donne X kilos par mètre carré. C'est pas compliqué. Niveau CM2, voilà, alors là encore vous allez me dire oui mais d'accord, mais comment on sait combien de grains au mètre carré il faut? Alors là ce sont des tables, hein, que vous trouverez sur internet, vous tapez densité semis-blé et puis vous pouvez même ajouter derrière votre région et vous avez de grandes chances de tomber sur un article écrit par une instance agricole de votre région avec une table quoi, qui va même vous donner en fonction de votre sol, hein, s'il est plutôt hydromorphe ou pas, plutôt limoneux, etc. En fonction des dates de semis également, ça va changer. Et vous aurez des tables en fait qui vont vous dire, ben voilà, il faut tant de grains par mètre carré. Et puis après, vous faites votre calcul avec votre poids de 1000 grains. C'est très simple. Nous, pour nos 180 mètres carrés, alors je ne vais pas vous détailler le calcul, mais pour 180 mètres carrés, on aura besoin, alors on ne les a pas là, mais on aura besoin de 3 kg de semences. Et on pourra ensuite venir semer. Et toujours donc sur la semence, pareil, quand bien même vous ne faites pas donc le passage à travers le tamis pour avoir de la grosse semence, le minimum à faire, c'est de retirer ça, c'est-à-dire les grains qui sont vêtus. Donc ça se fait pareil sur un plateau, visuellement. Si jamais c'est génétique, eh bien en fait vous allez année après année favoriser, vous allez avoir de plus en plus de ce genre de blé dans votre mélange. Et on n'en veut pas ça, parce que ça c'est chiant en fait, hein. Il faudra encore le décortiquer avant de le passer dans un moulin pour faire de la farine. Vous faites en fait le travail inverse de l'humanité depuis le début, hein, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des grains de céréales qui ne sont pas vêtus, hein, et qu'on n'a pas besoin encore de décortiquer. Alors ce n'est pas forcément génétique, hein. C'est pas forcément génétique, il y a plein d'explications à ça, mais si jamais voilà, il y avait un épi de blé qui génétiquement avait du mal à se dévêtir, quoi, à perdre ses glumes et ses glumelles, eh bien il ne faut pas le ressemer, hein, surtout pas le ressemer, c'est pas une bonne idée. Donc c'est le minimum aussi à faire, c'est éliminer les tout petits grains qui ne sont pas remplis, et éliminer les grains qui restent vêtus, et à partir de là déjà vous avez une belle semence. Alors aujourd'hui c'est le jour du semis, donc je vous ai montré la préparation de sol. J'ai juste repris là sur le premier mètre, j'ai repris au cultivateur pour bien délimiter en fait dans des petites parcelles comme ça. Ce qui pose problème souvent ce sont les bordures en fait, et notamment quand vous avez une prairie. La prairie elle va avoir tendance là au cours de la culture à regagner du terrain dans la parcelle de blé. Donc voilà, l'idée c'est de partir bien propre, quoi, hein, parce qu'une fois que le semis de blé est réalisé, en fait, on ne viendra plus gratter le sol. Donc voilà, sur le premier mètre, là, j'ai bien gratté. Je vais chercher la semence et puis je vais semer.
Alors je tiens à préciser quand même que ma manière de semer n'est pas un modèle qu'il faut suivre. Je la mets quand même en vidéo voilà, pour que vous voyez à peu près ce qu'il est possible de faire. Mon geste s'inspire, on va dire, du geste du semeur traditionnel, mais sur une parcelle comme celle-là, en fait, une petite parcelle, c'est très compliqué d'avoir le vrai geste, donc le geste du semeur. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que moi, dans ma vie, je n'ai pas semé des hectares de blé, donc ce geste-là, je ne l'ai pas. En France aujourd'hui, je pense que les gens qui ont vraiment semé beaucoup d'hectares à la main en blé, on doit les compter sur les doigts de la main. Donc voilà, c'est un geste que je ne connais pas vraiment, qui s'est perdu. C'est même très difficile d'avoir quelque chose de sérieux sur Internet au niveau de ce geste. On peut juste voir des images d'archives, mais je n'ai pas vraiment vu quelqu'un aujourd'hui en 2021 qui nous explique très clairement comment on fait. Donc s'il vous plaît, faites-le nous. Alors premièrement, je n'ai pas le geste. Deuxièmement, la parcelle en fait elle est toute petite. Le problème de ce geste déjà, c'est qu'en général on balance du grain sur environ 4 mètres. Donc on travaille en bande. À l'époque, le semeur en fait il posait des jalons dans son champ pour pouvoir en fait avoir en visuel sa bande en fait. Une bande en général de 3,50 m, 4 mètres. Et donc il marchait tout droit en bande, il faisait des allers-retours pour semer son blé en ayant toujours en visuel son jalon en fait. Il ne regardait pas vraiment ce qu'il faisait parce que son geste était automatique, il savait très bien qu'il savait semer. Donc lui, ce qu'il regardait, c'était droit devant lui. Son geste était très coordonné. Voilà, c'est quelque chose, il faut un petit peu pratiquer pour l'avoir. C'est pas compliqué, mais il faut pratiquer. Et voilà, c'est clairement pas sur des surfaces comme ça que je vais pouvoir développer un savoir-faire pour semer. Comme je vous dis, on sème en général sur 4 mètres de large. Rien que ce champ-là ne fait que 6 mètres. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est pas un multiple de 4. Ce que je fais, c'est que j'essaye de semer en marchant au milieu. Et puis après, je viens mettre du grain sur les extérieurs, sur les bords de champ. Un peu à la manière de quelqu'un qui jette du grain aux poules, quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on sème du blé. Vous me verrez faire ce geste-là dans la vidéo, comme quelqu'un qui donne du grain aux poules. C'est pas comme ça qu'on sème du blé, mais voilà, pour finir les extérieurs, sur des petites surfaces comme ça, on fait comme on peut. Je voulais le préciser, parce que forcément, dans les commentaires, on va avoir les champions qui vont me dire ouais, c'est pas comme ça qu'on sème. Je m'en fous en fait, c'est pas le problème. Je le dis bien là, c'est pas comme ça qu'on sème. Mais voilà, le but du jeu, c'était de mettre 3 kg de semences sur 180 mètres carrés. Et globalement, en fait, j'ai réussi. Voilà, le semis, il y en a partout. Il y a du grain partout, quoi, et c'est bon. C'est bon, on a du grain, pas de problème. L'avantage aussi du blé comme ça, parce que certains pourraient avoir peur et se dire oh là là, ça a l'air compliqué. Le blé, ça a un avantage, c'est que ça compense un petit peu s'il y a des endroits où vous avez plus de grains et des endroits avec un petit peu moins de grains. L'avantage du blé, c'est que ça va émettre des thalles. Au printemps, ça va émettre des thalles, donc des tiges. Et si la plante, en fait, elle a beaucoup d'espace autour d'elle, parce que vous avez semé un petit peu moins de rue à un endroit du champ, et bien en fait, elle va compenser un petit peu en émettant plus de tiges. Voilà, et inversement, là où c'était un petit peu trop de rue, il y aura moins de tiges par pied. Voilà, c'est l'avantage du blé. Il ne faut pas croire que l'espacement doit être parfait, encore une fois. Alors pour la suite, je vais utiliser un râteau à foin en fait. Donc ça c'est un râteau plutôt de fabrication moderne. Je l'ai trouvé en vide-grenier à 2 euros. La personne était très contente de me le vendre parce qu'elle n'avait pas envie de la remettre dans la voiture pour repartir à la maison avec. Donc voilà, pour 2 euros, ça vaut le coup. Et ce qui est intéressant sur ce râteau-là, c'est qu'il a des dents un petit peu plus longues que sur des râteaux plus anciens que j'ai. Donc j'utilise celui-ci. Donc en fait, là, l'idée n'est pas de ratisser. Je n'utilise pas un râteau pour ratisser. Je détourne un petit peu l'utilisation de l'objet pour l'utiliser finalement comme une herse. En fait, ça va passer dans la terre. Et je vous ai montré, la terre, elle est un petit peu soufflée. Pour l'instant, le grain est posé sur le dessus de cette terre soufflée et en fait, en passant le râteau, ça va un petit peu, ça va gratter la terre et ça va avoir tendance à faire tomber un petit peu les grains dans la terre soufflée. Le but n'est vraiment pas de ratisser, au contraire, le but c'est qu'il y ait le moins de débris qui viennent dans les dents. Le but c'est de faire tomber les graines là où elles sont. C'est pas de ratisser et de risquer en fait d'accumuler des graines dans un boudin de terre. Donc n'utilisez pas un râteau de jardin normal. Les dents sont beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop courtes, et vous allez vraiment avoir une action de ratissage. Là, on utilise ça un peu comme une herse. Là, par exemple, on a de la terre soufflée.
avec des grains posés sur le sol. Et lorsque je vais passer mon engin, ça va avoir tendance, vous voyez, à faire tomber les graines. Alors bien sûr, pas toutes, hein, on en voit encore une, deux, mais globalement les autres sont à peu près tombées. Alors le geste sera un peu plus rapide et un petit peu plus profond. Là, à une main, c'est difficile, mais voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Voilà. Là, il y a une partie des graines qui sont enterrées. Et justement, ça me permet d'aborder un point là, que j'ai oublié d'aborder. Vous voyez, malgré le passage du râteau, j'ai encore quelques graines là. Lorsque je vous ai parlé des tables que vous trouverez sur Internet pour les doses de semis, ces tables, aujourd'hui, elles sont données pour des semoirs modernes, hein, donc les semoirs en ligne qui se mettent derrière les tracteurs et qui enterrent la graine à une profondeur exacte, quoi. Et avec un semis à la volée, le problème justement c'est ça, c'est que toutes les graines ne vont pas forcément bien descendre dans la terre et être bien enfuies. Et du coup, on va avoir des graines qui vont être posées sur le sol à la fin, même après le passage du rouleau, en fait, on verra encore des grains de blé sur le sol. Et alors, en théorie, ce blé, à cette époque-là, il n'y a aucun problème, il pourrait germer, ça ne pose pas de problème. Un grain de blé posé, collé sur la terre, là, à cette époque, ça germerait dans la théorie, sauf que dans la pratique, eh bien, il a des ravageurs. Donc, on a les rongeurs, les moineaux, surtout ici, etc. Donc, lorsque vous prenez vos doses de semis sur Internet dans ces tables, si vous faites un semis à la volée, vous les augmentez. Et vous les augmentez en fonction de vos ravageurs. Certains parlent d'augmenter de 50% la dose de semis pour un semis à la volée. Ça, c'est à vous de voir, hein. Il n'y a pas forcément de règles, ça dépend vraiment de votre contexte. Et peut-être aussi de vos outils. Peut-être que vous arriverez à mieux enterrer les graines hein, si vous travaillez avec des outils mieux qu'un râteau à foin. Voilà, ou que vous vous appliquez plus. Je pourrais, si je veux, faire 3 passages de râteau à foin pour bien enterrer les graines. Hein. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Donc l'idée, c'est de sursemer un petit peu. Et voilà, si des graines restent en surface, eh bien, et que les oiseaux se servent, bon, c'est pas dramatique puisqu'on a prévu le coup. Alors là, je me suis mis dans le bas de la parcelle. Hein, nous étions en haut tout à l'heure. Pour une raison simplement, c'est que lorsque j'ai travaillé le terrain avec le cultivateur, j'ai travaillé en descendant. Et en fait, ce travail, il a eu tendance à descendre la terre. Et je travaille toujours dans ce sens-là parce que mon terrain est en pente. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ça monte en fait, là, face à nous, ça monte un petit peu. Et du coup, pour travailler avec le cultivateur, l'idée, c'est voilà, c'est moins difficile de travailler dans ce sens-là, en fait, puisque ça monte. Mon dos sera beaucoup plus droit. Hein, c'est toujours l'idée de travailler dans le sens de la pente, d'utiliser le sens de la pente pour le moindre effort. Donc j'ai toujours tendance à faire les travaux un petit peu difficiles, entre guillemets, vers le bas. Et le problème, c'est qu'à force, on accumule de la terre en bas et on en enlève un peu en haut. Donc l'idée là, le travail là au râteau est beaucoup plus simple, ne demande quasiment pas d'effort. Donc je vais travailler dans l'autre sens et comme ça j'aurai tendance à remonter un petit peu la terre. Voilà, c'est pour chipoter, mais au bout d'une vie en fait, si vous travaillez toujours votre jardin dans le même sens, au bout de 20, 30, 40, 50 ans, eh bien vous aurez beaucoup plus de terre d'un côté que de l'autre. Hein, c'est un petit peu comme le travail à la charrue. Si l'agriculteur travaille toujours dans le même sens à la charrue, d'un côté du champ, il va creuser un fossé et de l'autre côté, il va faire un talus, quoi. Donc en général, on alterne, si on peut. Donc là, je peux, donc je le fais. Donc là, l'avantage en fait de travailler manuellement, c'est que je peux revenir un petit peu avec mon outil. Vous voyez, je fais avant, arrière. Ça permet justement de bien faire tomber les grains de blé. Je n'en vois quasiment plus là, donc ça fonctionne bien. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un tracteur. Avec un tracteur, on aurait l'outil qui ferait uniquement dans le sens là, quoi. Et en plus, il aurait tendance à accumuler les débris. L'avantage, voilà, à la main, ou même avec un animal, vous êtes obligé de travailler en ligne. Et donc les débris peuvent s'accumuler dans un outil. Et là, l'avantage, c'est qu'en faisant avant-arrière, eh bien, je laisse les débris sur place, quoi. Je peux doser un petit peu la force que je mets sur le râteau. Je peux relâcher un peu la pression pour faire tomber les débris de haricots qui me gêneraient sinon. Sachant qu'un grain de blé, ça se sème entre la surface et 2 cm, quoi. En dessous de 2 cm, les grains de blé n'aiment pas trop ça. On a plus de risque de ne pas avoir de levée, quoi, si on sème en dessous de 2 cm. Et voilà, mais là, avec un râteau comme ça, mes grains de blé ne tombent pas vraiment en dessous de 2 cm de profondeur. Donc la profondeur de semis sera bonne, quoi.
Alors le timelapse que je viens de faire pendant que je travaillais me donne en gros une vidéo de 18 minutes, quoi. Donc ça fait, voilà, j'ai ratissé pendant 18 minutes toute cette surface. Le but du jeu là, c'est vraiment juste d'enterrer un maximum de semences. Et on voit là, bon, on en a encore, hein, comme je vous l'ai expliqué. Mais globalement, beaucoup de semences de blé sont tombées. Et l'autre but du jeu, c'était aussi d'éviter de ratisser trop les débris et de les laisser sur place. Donc ça s'est très bien fait. Et voilà, donc comme l'année dernière, là jusque là, en fait, tout ce que je vous ai montré, et le coup de rouleau que je vais vous montrer ensuite, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, pour avoir la parcelle de blé que je vous ai montrée. Donc exactement les mêmes conditions, hein. Le précédent c'était des pommes de terre et des haricots, comme ici, tout pareil, les mêmes outils, à peu près la même période de semis, et la première semaine de novembre. Voilà, donc ça se fait très bien. Alors jusque là je vous ai montré deux outils, donc le cultivateur pour souffler la terre, le râteau pour faire tomber les graines dans la terre, et le troisième et dernier outil qu'on va utiliser, c'est un petit rouleau de fabrication maison. Alors je vais le montrer d'un petit peu plus près parce qu'en commentaire on m'avait demandé comment c'était fait, quoi. Donc en gros le manche, enfin le guidon là, ça c'est un truc d'une très vieille tondeuse. Voilà. Ici on a une chute de chantier, quoi, du PVC. Simplement dedans on y a coulé du béton avec un tube, voilà, qui le traverse. Et en fait ici on a simplement un boulon, quoi, avec des rondelles, et ça peut se déboîter en fait, hein. Voilà, ça se déboîte, ça va sortir. Voilà, vous voyez là je l'ai déboîté en fait. Là je vais le remettre dedans. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas d'axe traversant. Voilà, donc c'est un outil très simple. Du coup il est plus léger que ceux qu'on trouve dans les magasins pour le gazon qui sont beaucoup trop lourds. Et voilà, ça va permettre de tasser encore une fois en surface pour assurer un bon contact entre les graines et la terre, et du coup à partir de là la germination va être entamée, et voilà, dans quelques jours, semaines, on va voir le blé qui va pointer. Donc je vais simplement faire des allers-retours en descendant, en remontant. Voilà, c'est vraiment du petit matériel sympa à avoir au jardin parce que c'est très léger et ça fait un bon petit travail pour assurer un bon contact, parce que sinon là, voilà, à part aller piétiner le jardin, ou avec le dos du râteau se faire 180 mètres carrés, ça fait un petit peu long quand même. Donc un petit rouleau, et puis ça va faire le boulot, quoi. Du coup, encore une fois, j'ai pu voir avec la vidéo que j'ai réalisée pendant que je roulais, donc ça a pris 10 minutes. 10 minutes pour rouler. Voilà, on ajoutera ça au temps qu'aura pris le semis. Je ferai un petit calcul en fin de vidéo pour reprendre un petit peu les étapes avec le temps que ça a pris. Donc la terre, elle est amoureuse, hein, elle colle un peu au rouleau, mais c'est pas un problème. Ça n'a pas empêché d'avoir un travail efficace. Voilà. Donc la terre a été retassée. On voit qu'on n'a plus beaucoup de grains apparents. Voilà, le travail au râteau a quand même été assez efficace. Voilà, par exemple là on a un grain qui est apparent, sur lequel j'ai marché, d'ailleurs je l'ai enterré. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas germer, hein. Au contraire, si un oiseau le laisse tranquille, en fait, ce grain de blé deviendra un pied de blé, hein. On a une terre, donc comme je ne l'ai pas passée à la moulinette, qui est quand même encore grumeleuse. On a des agrégats, on a plein de tout petits morceaux de matière organique partout, hein. C'est ça qui fait en fait la richesse, hein, entre guillemets, de la terre, hein, qui fait que la vie continue, en fait, malgré que ça a l'air comme ça d'être un désert. Ça ne l'est absolument pas au niveau microscopique. C'est encore une fois ce que Joseph Pousset appelle les produits transitoires. Donc Joseph Pousset, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un paysan auteur qui fait des livres aux éditions, notamment maintenant France Agricole. C'est un petit peu le Masanobu Fukuoka français, en fait.
hein. D'ailleurs, ça serait bien que les gens s'intéressent plus à Joseph Poussey qu'à Monsieur Fukuoka, parce qu'on ne fait pas de riz en fait, hein. Ici, ça va être très difficile. La moitié de ce que dit Monsieur Fukuoka, on ne peut pas l'appliquer ici. C'est pas le même climat, alors la philosophie est peut-être bonne, mais voilà, Joseph Poussey, il a la même philosophie et il donne des clés, et des clés, alors il ne donne pas de mode d'emploi. Certaines choses qui sont écrites dans les livres ne sont pas voilà, toujours forcément justes, hein, ou pas applicables. C'est très théorique, mais c'est quand même très très intéressant. C'est une personne quand même qui a fait des livres très intéressants. Et voilà, donc lui il appelle ça les produits transitoires. Présentes voilà, sur les 5-6 premiers centimètres du sol et qui font en fait que eh bien, il y a une fabrication d'humus quand même qui se fait en même temps qu'il y a aussi une minéralisation qui se fait. Le tout encore une fois c'est de trouver la bonne balance entre minéraliser pour faire pousser les plantes et fabriquer de l'humus grâce aux champignons et notamment dans un jardin comme ça qui ne voit pas d'antifongiques. Eh bien, on a des champignons, je vous les avais montrés là dans le maïs, on en avait. Je ne vous l'avais pas montré à l'époque, mais pendant la récolte du blé, étant donné que l'année a été quand même humide, c'était un mois de juillet humide, dans la récolte du blé, en fait, au pied des chaumes de blé, on avait des champignons aussi, hein. Je ne vous les avais pas montrés, mais on avait des champignons. L'année prochaine, on aura des champignons là-dedans, pas de problème. Voilà, c'est le juste équilibre à trouver. Là, on a un blé qui, écologiquement parlant, est plutôt pas mal en fait. Hein, on n'a pas de lessivage, on n'a absolument rien qui va partir à la rivière. On a une terre qui est largement assez filtrante pour ramasser. Cette terre-là, elle peut absorber des dizaines et des dizaines de millimètres d'eau par heure, quoi, aucun problème. Voilà, donc ça c'était un semis de blé avec 3 outils, sans pétrole. C'est intéressant. Et comme je vous dis, c'est exactement ce que j'ai fait l'année dernière pour le blé qu'on a ramassé cette année. Donc en fait, vous avez quasiment tout là, hein. Vous avez tout jusqu'à la récolte, puisque à partir de cet instant précis, je ne touche plus au blé jusqu'à la récolte. Ça, il faut bien le comprendre. C'est que le travail que vous m'avez vu faire, en fait, c'est fini. Voilà, j'ai travaillé là pour le semis. Vous aviez vu la récolte, vous avez vu le battage, le vannage. Terminé quoi, hein. On ne s'occupe pas d'un champ de blé comme ça, semé à la volée. Après on a d'autres méthodes, hein, on ne viendra pas dessus. On peut semer en rang, on peut biner les blés, etc. D'ailleurs, ça fait d'ailleurs partie des choses qui sont avancées par M. Poussey dans ses livres, le fameux blé biné, avec des rendements extraordinaires. Alors voilà, ça c'est un exemple de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord parce que théoriquement ça marche, mais sur le terrain on a plein de barrières en fait. Monsieur Poussey, si un jour vous tombez sur cette vidéo, eh bien écoutez, vous avez aujourd'hui YouTube, eh bien vous nous montrez un beau blé biné dans votre jardin pour nous montrer que c'est possible. Voilà, parce que les chimères, voilà, après lesquelles les gens courent, après c'est pas très bon non plus. Donc ça fait partie des chapitres dans ces livres qu'il faut regarder avec curiosité, mais voilà, on vit à une époque où on pourrait faire la démonstration du blé biné, comme je suis en train de faire là, avec juste une caméra et un micro, voire même sans micro. Donc c'est bien de l'écrire, hein, mais on vous attend sur YouTube, ou d'autres, hein, d'autres qui nous parlent de blé biné, de la méthode Bonfils, etc. Dans les livres, ça marche super bien, ça marche vraiment bien dans les livres. Avant de se coucher, c'est vrai que ça fait rêver, hein, moi j'aime bien lire ça. Mais dans la vraie vie, j'ai essayé, et puis j'en suis revenu à un semis qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait depuis qu'on cultive des céréales. Voilà. Alors là, nous sommes 14 jours plus tard, et le blé a commencé à germer. En fait, il a germé, et il a même commencé à lever à certains endroits. Donc, le voilà. Les petites plantules de blé sont là. Donc voilà, ça aura pris 14 jours, donc ça dépend, hein, ça dépend de la météo en fait. Nous, dans la région, on a semé début novembre, mais dans certaines régions, il faut semer avant, hein. Si c'est plus froid chez vous, bien sûr, vous vous référez un petit peu à ce que font les agriculteurs chez vous. Ça marche très bien. D'ailleurs, c'est tombé que en fait, le jour où j'ai semé ce blé, alors j'ai pas fait exprès, mais c'est tombé que le voisin qui sème son champ de blé juste derrière la maison l'a fait le même jour en fait. Donc comme quoi, on retombe toujours à peu près sur les mêmes dates. En fait, ici, il avait fait un petit peu trop doux en octobre. Et notamment pour un blé comme ça qui ne recevra pas d'herbicide, il ne faut pas semer trop tôt parce que si vous semez trop tôt, les mauvaises herbes en fait vont profiter encore de la douceur d'octobre pour germer et s'installer.
C'est pour ça que lorsqu'on est en bio, pour un blé d'hiver, on essaye de le mettre le plus tard possible, entre guillemets, afin qu'une grande majorité de mauvaises herbes en fait, ne germent pas, ne germent plus à partir d'une certaine température. En fait, elles ne germeront plus ou elles n'arriveront pas à se développer, alors que le blé, lui, le blé d'hiver, là notamment, a été sélectionné justement par nos ancêtres pour pouvoir se développer en hiver et s'installer et faire concurrence aux mauvaises herbes. Donc la date de semis elle est importante, principalement pour ça, pour le salissement. Le plus tard possible, c'est le mieux. Mais pas trop tard bien sûr, donc là c'est à vous de faire en fonction de votre région. Je fais du coup des petits compléments puisque j'ai commencé à monter la vidéo. Je vous disais donc qu'un grain de blé qui est collé sur le sol pourrait germer. Alors oui, c'est tout à fait vrai, sauf si bien sûr vous avez des grosses gelées. Si vous n'enterrez pas assez vos grains de blé, tout ce qui va être au contact du sol, qui va prendre l'humidité, qui va commencer à germer, si vous avez une grosse gelée, hop, ça va geler et puis ça va mourir. Et alors là, du coup, résultat, les moineaux et on a encore des pinsons qui sont là, ont à peu près mangé tout ce qui était sur la surface. Je les ai vus, ils étaient là pendant 15 jours, ils se sont bien régalés. Mais les grains qui étaient enfuis, eux, vous voyez, pas de problème, ils vont germer. Mais tout ce qui a été posé sur le sol, les moineaux ici, non, ça, ils ne nous font pas de cadeaux. Ils étaient aidés, comme je vous dis, par les pinsons et les pigeons. Je vous avais mis également des annotations pour tout le long de la vidéo, et notamment, on peut revenir sur la préparation de la semence. Vous pouvez faire un petit traitement au vinaigre, il y en a d'autres, mais on peut faire au vinaigre pour la carie du blé. Alors ici, moi, je ne l'ai pas fait, pas cette année, parce que pour l'instant, je n'ai encore jamais vu de carie du blé dans la parcelle. La carie du blé, ça se voit sur l'épi. Voilà, il y a plein de symptômes, ça se voit encore sur le grain à la récolte. Donc je ne l'ai pas fait. Donc à vous de voir, en fonction du taux d'infestation, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, la carie du blé. Donc là, il y a eu 14 jours qui se sont écoulés. Et ce que je voulais vous montrer, c'était justement le nombre en fait, de turicules qui sont ressortis là en 14 jours. On en a partout. Alors nous avons le blé qui est en train de germer, des champignons sur la matière organique, des turicules de vers de terre à ne plus quoi savoir en faire. Du coup là, en regardant, j'ai encore trouvé un autre champignon. Alors c'est intéressant parce que là on voit déjà qu'on a une autre variété de champignons, c'est pas toujours les mêmes, et encore ça ce sont les champignons qui sont visibles. On parle même pas des champignons microscopiques qui ne font pas des grosses fructifications comme celle-ci. Voilà, on a un champignon dans le champ de blé. Voilà. Et encore une fois, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous voyez, mon sol il est nu. On a eu quand même une culture de pommes de terre, donc traditionnelle, qui a été sarclée, butée, récoltée à la fourche bêche, donc on a quand même pas mal travaillé la terre. On a eu une culture de haricots, pareil, qui a été sarclée, butée. Derrière, vous avez vu, j'ai encore travaillé un petit coup le sol. Mais malgré tout, voilà ce qu'on a encore dans le sol. En 14 jours, voilà, on a du turicule partout. Et ma terre, en fait, elle est vivante. Il y en a beaucoup qui pensent qu'une terre vivante ne peut se faire que là-dessous. Alors d'ailleurs, on peut aller regarder un petit peu. C'est intéressant parce que de la même manière, vous voyez, les turicules sont là. Les vers de terre ont commencé leur travail. Donc on a des turicules, là, vous voyez, qui ont été déjà posés par-dessus la matière. Donc là, ça travaille bien. Donc en effet, là, on a aussi des vers de terre. Et ça travaille très bien et c'est très bon pour le sol. Et c'est plein de matière organique, etc. Mais là aussi, en fait, on a du ver de terre, on a de la matière organique, on a de la vie, on a des champignons, on a tout ce qu'il faut. On a aussi des bactéries, on a tout ce qu'il faut. En fait, là, la terre, elle ne s'appauvrit absolument pas. On n'aura pas d'érosion dans un sol comme ça. Le blé va pousser, ça va faire de la matière, on va prendre de la paille, on va faire du fumier, ça reviendra, etc., etc. Ce sont des cycles encore une fois. Et du coup, ça me permet de revenir sur un texte que je vous ai mis là dans la vidéo, où je vous explique pourquoi finalement j'ai préféré passer 40 minutes à gratter mon sol plutôt que de prendre le tracteur là pour 2 minutes. Parce qu'avec la houe rotative, j'aurais travaillé un peu trop profondément. Parce qu'en fait le réglage minimum en fait, sur l'appareil, pour moi il est encore trop profond, et il doit travailler à peu près sur pas loin de 10 cm, entre 7 et 10 cm. Pour moi c'est encore trop profond, premièrement. Et là ça ne servait absolument à rien de descendre plus profond, le sol était relativement souple, il suffisait juste de préparer un lit de semences, donc j'ai préféré travailler comme ça. Et c'est justement la question du ver de terre. Vous voyez, pour implanter la navette fourragère, voilà, et la facélie,
Cet été, je l'ai fait au mois d'août, tout de suite après la récolte du blé. Et au mois d'août, bon, même si cette année c'était un petit peu plus humide que d'habitude, c'était quand même le mois d'août, donc c'était quand même l'été, chaud, les vers de terre étaient quand même descendus en profondeur. Ils ne travaillaient pas, il n'y avait pas de turicule de vers de terre dans le champ de blé au moment de la récolte. Voilà, ils ne travaillaient pas. Et donc ils vont se mettre dans les profondeurs. Alors je ne sais pas exactement combien, mais ils sont très certainement bien en dessous de 10 cm. En tout cas, dans un terrain comme ça, ils peuvent descendre assez profondément. Et du coup, le fait d'avoir passé la houe rotative au mois d'août pour déchaumer mon blé, sur, je vous ai dit, 7 ou 10 cm, la houe rotative ne descend pas en dessous de 10 cm, et bien en fait, j'ai épargné les vers de terre, donc j'ai laissé énormément de vers de terre qu'on retrouve aujourd'hui dans la culture, alors qu'ici, nous étions déjà au mois de novembre. Et alors dans la région, je vous ai dit, le mois d'octobre était doux, voilà, c'est quand même assez doux les automnes ici, donc en fait ça travaille énormément. C'est vraiment là, bah, vous le voyez encore une fois, hein, pendant les 14 derniers jours, ça a bien travaillé. C'est vraiment la période ici où la vie travaille. Et si j'avais passé ma houe rotative pour implanter mon blé au mois de novembre, eh bien en fait là j'aurais fait vraiment du dégât. Et tous les turicules que vous voyez là aujourd'hui, en fait, bah, vous en verriez quand même beaucoup moins. Donc voilà, j'ai pris cette décision. Et c'est pour vous montrer un petit peu qu'il ne faut jamais être sectaire, ne jamais dire il ne faut pas travailler son sol, nanani, nanana. Ça commence vraiment à être lourd, ça. C'est une question de comprendre ce qu'on fait. Voilà, si vos vers de terre sont descendus à moins de 10 cm, qu'en plus vous êtes en été, que la vie du sol est quand même pas au top, vous pouvez mettre un petit coup, implanter une belle culture, et ensuite les conditions reviennent. Et comme je vous ai dit, la culture là-dedans, elle est couverte de vers de terre. Et la vie là-dedans, elle est en train de s'exprimer comme pas possible. Et au contraire, en novembre, alors que les vers de terre étaient dans les couches superficielles, en train de travailler, et bien voilà, j'ai préféré passer 40 minutes à gratter mon sol avec mon petit cultivateur plutôt que de risquer de descendre en dessous de 10 cm avec un outil. Ou même à 10 cm, ça aurait fait des dégâts. En plus, ça aurait vraiment mouliné. Un cultivateur comme ça, même si il rencontre un ver de terre, ça ne va pas forcément le tuer. Hein. Ça va le bousculer un peu, mais voilà, il va s'en remettre. Tout est question de comprendre ce qu'on fait, de faire en fonction de la météo, en fonction de votre climat, en fonction de votre sol. Et derrière, vous avez des bons résultats. Alors bien sûr, un agriculteur dans une grande parcelle ne va pas pouvoir prendre son cultivateur, on est d'accord, mais il peut voilà, régler ses outils pour travailler, encore une fois, au minimum, laisser de la matière, bref. Encore une fois, je vous renvoie sur les travaux de Joseph Pousset et tous ses bouquins. Finalement, c'est un petit peu ça, quoi, hein. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qu'il explique, quoi. Alors, c'est pas mon maître à penser, parce que j'ai pas de maître à penser, je vous invite à ne pas en avoir. Mais je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Il est logique, voilà, c'est quelqu'un de logique. Donc moi, les gens logiques et qui ne sont pas sectaires, ça me va. Ça me va d'essayer de reproduire ce qu'ils font. Et je vous invite voilà, à bien réfléchir, à ne pas forcément vouloir, encore une fois, des jardins qui ressemblent à ça toute l'année, parce que ça pose aussi des problèmes, ce genre de jardin. Voilà, donc encore une fois, avec cette vidéo, j'essaie d'apporter un petit peu d'agronomie hein, dans les jardins. Alors bien sûr, un jardin comme ça, tout le monde ne pourra pas en avoir un chez lui, mais vous avez compris la logique du travail du sol, de ne pas enfuir la matière, de ne pas travailler le sol trop profondément, de pouvoir travailler le sol lorsque l'activité biologique est faible. Par exemple, je vous ai dit, en plein été, avec les vers de terre qui descendent, d'essayer de les épargner à un moment donné où l'activité biologique et les vers de terre sont en activité. Il faut essayer de ne pas les détruire, etc. Et derrière, voilà, ça n'empêche pas d'avoir, encore une fois, des champignons, des vers de terre, et puis des belles plantes en fait hein, dans vos potagers. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, et j'essaye toujours d'insister là-dessus. Votre travail en tant que jardinier, quoi, ou si vous avez aussi comme ça 2-3 hectares, c'est pas de produire des beaux légumes par exemple pour un jardinier, c'est d'avoir des sols sains. Et si votre sol est sain et que vous avez compris les mécanismes du sol, en fait vos légumes seront beaux. Alors il faudra encore en prendre un petit peu soin parce que certaines maladies comme le mildiou ou les chenilles sur les choux, etc., ça vous aurez beau avoir le sol le plus vivant du monde, vous aurez quand même des problèmes. Mais voilà, plus votre sol sera sain, plus vous aurez mis les bonnes conditions dans votre sol et plus ce sera facile quand même. Bon, et bien voilà pour cette petite culture de blé. Donc encore une fois, c'était relativement simple.
à mettre en place. Derrière, on a des résultats qui sont bons, quoi, hein. On reviendra de toute façon voir la parcelle lorsqu'elle sera vraiment verte, au printemps par exemple. Mais vous avez vu, on a quand même conservé un sol vivant, on a du ver de terre, on a des champignons. Et à partir du moment où on a ces deux individus-là, c'est qu'on a aussi tout le reste, quoi, hein. On a tout le cortège qui va avec. Ce qui fait aujourd'hui défaut dans les terres agricoles, ce sont principalement ces deux choses-là, quoi, hein, les vers de terre et les champignons. Et encore là, je vous ai parlé des champignons qui sont visibles, hein, des fructifications en fait des champignons, mais on a tout un cortège de champignons microscopiques, hein, qui sont vraiment bénéfiques, quoi, à la vie du sol, qu'on ne peut pas voir comme ça à l'œil nu et que de toute façon je ne connais pas, mais je sais qu'ils sont là parce que ma terre elle ne fonctionnerait pas comme ça en fait, s'ils n'étaient pas là. Et voilà, donc vous ne pouvez peut-être pas faire une culture de blé dans votre jardin, mais j'espère que vous avez compris aussi certains concepts agronomiques en fait, que vous pouvez appliquer dans vos jardins, dans vos petits jardins, sur le travail de la terre, qu'il ne faut pas s'interdire, mais qu'il faut faire au bon moment, dans les bonnes conditions, en réfléchissant. Bon, et bien j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine.